Le troisième R de nos 3 R, c'est celui du recyclage. Alors, il recouvre plein de réalités. On va en parler avec Romain Lebègue, directeur collecte, tri et recyclage chez Citeo. Bienvenue sur scène, Romain. Merci, Adeline. Eh bien, je le disais, j'ai mangé un peu sur mon lancement, mais voilà, c'est pas très grave. Le recyclage, quand on en parle, on pense à la transformation de la matière, qui est vraiment l'aval, hein, c'est-à-dire le bout de la chaîne. Mais l'idée, c'est quand on parle de recyclage, c'est vraiment d'embrasser plein d'étapes qui sont préalables. Il faut remonter assez loin. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Tu pitches hyper bien les sujets. Bon, bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être avec vous ici. Effectivement, pour évoquer ensemble l'actualité et le futur du recyclage, avec un grand R, alors peut-être le plus ancien des 3 R, je ne sais pas, mais en tous les cas, l'idée, effectivement, on a tendance à résumer ce R au mot recyclage, peut-être parce que finalement c'est un peu le nerf de la guerre, c'est un peu ce qu'on cherche tous, pouvoir sauver cette matière première et la recycler, mais je crois qu'on omet souvent, et je vais essayer du coup de corriger ça, de toutes les étapes qui sont nécessaires préalablement avant d'arriver à ce R, au principe et à la réalité du recyclage. Alors ces étapes, on peut les remonter, on va le faire ensemble si vous le voulez bien. Commençons par le recyclage. Effectivement, une activité un peu ancienne, le recyclage du verre, le recyclage du papier, voilà, ce sont des activités parfois anciennes. Je vois Catherine pile en face de moi, le recyclage du métal, de l'acier évidemment. Et effectivement, clairement, c'est pas parce que c'est ancien, c'est un sujet de préoccupation extrêmement important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles solutions qu'il nous faut faire émerger tous ensemble, des solutions de recyclage mécanique, des solutions de recyclage chimique. Je parle du plastique, mais pas que. Sur les autres matériaux, il y a aussi des optimisations industrielles, et clairement on a beaucoup à faire pour améliorer ce recyclage encore. Mais pour accéder à ce recyclage, finalement les emballages et les papiers, ils vont devoir passer avec succès des étapes qui sont celles du tri et du surtri, en centre de tri, en centre de surtri. Alors ce sont des activités qui se sont énormément modernisées ces dernières années. On compte aujourd'hui 117 centres de tri qui sont quasiment tous modernisés. On compte 3 centres de surtri dédiés aux emballages plastiques et un 4e qui sortira de terre à la fin de l'année 2026. Mais clairement, on sait qu'on a encore pas mal à faire sur le sujet du captage, mieux capter les emballages, tout type d'emballage, améliorer la qualité pour produire de la matière qui soit propre à être bien utilisée par les recycleurs, mais aussi on sait qu'on a des sujets comme la sécurité, comme les conditions de travail, la collecte, le tri, on le redira jamais assez, mais ce sont des activités industrielles où les métiers peuvent être exposés, on peut avoir des risques de tous ordres, et ça aussi c'est un point de progrès. Pour arriver à ces étapes de tri et de surtri, clairement, il faut que les opérations de collecte soient au rendez-vous, que le consommateur, le citoyen, puisse trier tous ces emballages. Alors c'est bien plus facile depuis 2 ans en Hexagone, puisqu'on peut trier tous ces emballages et tous ces papiers. Et ça va l'être très bientôt en Outre-mer. Mais on sait qu'il reste malgré tout qu'un trieur, un citoyen sur 2, n'est pas tout à fait un trieur systématique. Et on a là un énorme potentiel de performance. Et enfin, si je remonte la chaîne encore d'un cran, au tout début, la genèse, un emballage, si on veut qu'il puisse suivre l'ensemble de ces maillons-là avec succès, il va devoir être conçu pour être recyclable et identifiable comme tel, quelque part par le consommateur. C'est l'éco-conception, et on sait qu'on a un chantier qui nous occupe. Aujourd'hui, on est à 65% d'emballages plastiques qui seront recyclables. Nous visons, et vous le savez, nous visons tous ensemble, le 100%. Toutes ces étapes que tu as décrites, elles ont démarré, elles se sont installées il y a plus de 30 ans. Alors évidemment, on a progressé, tu nous as fait un peu l'état de l'art, mais on a une marche très importante à franchir. Je crois qu'on l'a dit un peu sur tous les 3, sur les 2 premiers R, le 3e n'y échappe pas. C'est quoi la marche en termes d'objectifs justement de recyclage français, européen? Je crois que c'est l'Europe qui donne plutôt le là. Oui, tout à fait. Effectivement, beaucoup de choses ont été faites. Première collecte sélective des années 90 à aujourd'hui. Effectivement, on a beaucoup progressé. Vous voyez sous vos yeux des objectifs que vous êtes, je pense, nombreux à connaître presque par cœur. Mais clairement, on a des objectifs de recyclage européens à horizon 2030 qui sont
ouais, un chouette challenge, quoi. Je crois qu'on peut se dire ça tous ensemble pour se donner un peu de courage. 85% pour les papiers cartons, 60% pour l'aluminium, 55% pour les plastiques. En ordre d'idée, on est en dessous de 30% aujourd'hui. Et puis pour le verre et pour l'acier, de manière identique, des objectifs très importants. Associés à ça, des objectifs, pour boucler la boucle, on le redira sans doute, mais d'incorporation de matières recyclées à l'intérieur des emballages jusqu'à 30% à horizon 2030. Voilà, cette matière-là doit servir à quelque chose. Alors on a, pour atteindre ces objectifs-là, clairement, il va falloir avoir des leviers de performance à activer. C'est l'instant publicité. Les leviers de la performance pour 2030, ils sont ici. On parle de tarification incitative, on parle de collecteur foyer, on parle d'amélioration de la performance des centres de tri, on parle de plein de choses. J'en oublie, mais clairement, il va falloir actionner le maximum de leviers d'ici 2030. Oui. Là aussi, ma question préférée de la journée, comment la R&D peut accélérer ça, Romain? Dans quel domaine? Excellente question, Adeline. La R&D, clairement, nous, le schéma le résume. On la considère comme, je vous ai parlé de leviers de performance qu'on a identifiés. La R&D, elle va alimenter ces leviers-là. Elle va permettre peut-être d'en trouver des nouvelles solutions. Elle va permettre de gagner en connaissance sur certains sujets. Mais en tout état de cause, on a une seule et même recette qui n'est pas dingue, qui va faire tomber personne de sa chaise. C'est qu'en fait, on aime bien analyser l'existant, savoir quelles sont les forces et faiblesses du dispositif actuel, quelles sont les solutions à trouver, sourcer des solutions, des porteurs, sourcer des acteurs, tester, expérimenter des solutions innovantes et de faire ce travail-là sur chacun des maillons de la chaîne. C'est extrêmement important, c'est lié. Parfois, on en couvre plusieurs sur certaines opérations, mais c'est important de traiter la problématique de chaque maillon de la chaîne en ayant l'objectif de trouver des emballages qui sont éco-conçus, qui sont conçus pour être recyclables. 2, un geste de tri partout, tout le temps, dans toutes les conditions, et un geste de tri de qualité, j'insiste. 3, des opérations de tri et de surtri qui sont performantes, efficientes, qui produisent de la bonne matière et qui vont peut-être à un niveau de plus en plus loin dans les années à venir. Enfin, des filières de recyclage installées et qui favorisent le retour à l'emballage pour créer cette boucle circulaire. Donc on a beaucoup d'opérations de R&D, que ce soit, on travaille avec évidemment beaucoup d'acteurs, que ce soit au travers de notre appel à projet levier innovation sur la collecte, sur le tri, sur leur foyer, mais que ce soit aussi au travers des appels à projet recyclage pour améliorer le recyclage et les nouvelles solutions. On a effectivement beaucoup de solutions. Je vois que là dans la salle, je reconnais pas mal de porteurs, donc du coup un petit coucou pour vous saluer et vous remercier. Je crois beaucoup que la R&D va nous aider. 1, parce qu'elle adresse les bonnes solutions. 2, parce que je crois que c'est un peu aussi l'image qu'on renvoie aujourd'hui, c'est que nous, on ne fait pas grand-chose tout seul. On essaie de stimuler, d'animer, mais je crois que c'est collectif et qu'il n'y a que le collectif, Jean le disait un peu en introduction, qui nous mènera vers le 100% solution et le succès. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup à vous et pour l'éclairage. Et on va continuer à remonter cette chaîne avec 4 éclairages là qui nous attendent. On commence par le premier, celui que tu as cité, sur la recyclabilité. Comment on fait, quelle démarche on peut mettre en place, comment faire en sorte que les emballages soient compatibles avec les filières de recyclage. C'est valable sur toutes les étapes que tu as décrites. Il faut que l'emballage puisse être trié par le consommateur, collecté, trié en centre de tri, en tri industriel, pour regagner sa filière. Albéa est avec nous. Je vais appeler tout de suite Gilles Swinguedo, vice-président RSE, pour nous parler justement de cette démarche. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous laisse le micro pour vous nous expliquer en 4 minutes, c'est façon pitch, quelle est la démarche de l'entreprise en matière de recyclabilité. Très bien. D'abord, je voudrais adresser un grand merci à Citeo qui a initié ce projet, qui nous a accompagnés jusqu'à la clôture de ce projet. Et ceux qui nous connaissent savent que c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Albéa, on est un fournisseur mondial d'emballage pour la cosmétique, uniquement pour la cosmétique. On a 2 grandes activités, le tube de crème et tout ce qui est maquillage. Vous avez des photos à l'écran et les soins de peau. On a une politique RSE qui est assez engagée
Et en 2018, on a pris un engagement très fort pour une société comme la nôtre, qui était de garantir, donc on a signé le Global Commitment de la Fondation Ellen MacArthur, et on s'est engagé à rendre tous nos emballages recyclables ou réutilisables d'ici la fin 2025, donc d'ici la fin de cette année. Et du coup, la question qui est devenue évidente pour tout ce qu'on faisait, en particulier en Inno et en R&D, c'est est-ce que ce qu'on va développer est recyclable, oui ou non? Question simple, a priori, mais très compliquée dans la réalité. Ce qui est clair, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte. On est en 2021, fin 2021. Sur une partie de nos emballages, les tubes, on avait suffisamment d'informations pour comprendre ce que voulait dire être recyclable. Donc on a pu développer des grands programmes de R&D dans nos activités, pas de problème. Sur les emballages maquillage ou les emballages de soins, c'était beaucoup moins clair. Et on avait en plus la fameuse interdiction des produits styréniques. Et il faut savoir que les 3/4 des emballages cosmétiques, aujourd'hui ou à l'époque, étaient principalement fabriqués à partir de styrénique, de polymère styrénique. Donc on avait une échéance, fin 2025, il fallait sortir de tous ces matériaux. Donc à cette époque, on s'est rendu compte que tout seul, on ne pouvait pas travailler, on n'y arriverait pas. Et c'est au même moment que Citeo a fait son appel à projet. Donc on a postulé, on a gagné l'appel à projet, on a travaillé ensemble avec Citeo sur le sujet. Les emballages qui sont concernés, vous les avez à l'écran, ce sont des rouges à lèvres, des mascaras, des lip gloss, des compacts et des pots. Ces emballages sont souvent petits, lourds, très décorés et faits de plusieurs composants et donc de plusieurs matières. Et je vous ai ramené ici un exemple qui illustre, c'est un rouge à lèvres. Alors ça n'apparaît peut-être pas, il a été désassemblé, mais vous voyez, il y a 6 composants, c'est un rouge à lèvres relativement simple pour nous. Il y a 6 composants et il y a à peu près 5 à 6 matières différentes dans ce produit. Et donc on avait un objectif, mais avec 2 enjeux. L'objectif, c'était vraiment de trouver une solution et rendre ces emballages recyclables et recyclés à terme. Donc ça, c'était l'objectif clair, le premier enjeu. Mais le deuxième enjeu, c'était si on le faisait tout seul, ça ne servait à rien. Il fallait qu'on soit accompagné et il fallait qu'on puisse en fait propager et divulguer toute l'expérience qu'on a eue pour pouvoir embarquer toute la profession. On a donc travaillé sur la recyclabilité, on s'est focalisé uniquement sur 2 des 4 grandes étapes qui mènent à la recyclabilité, le tri et la régénération. On a eu un projet qu'on a divisé en 4 volets en fait. Le premier volet, c'était de comprendre la triabilité, parce que c'est d'abord ça qui pose problème. Et ensuite, on a développé des prototypes qui nous ont permis d'améliorer cette triabilité. Et on a développé des prototypes dans 2 filières, qui allaient dans 2 filières existantes, le PP et le PET. Et au final, on a aussi fait une analyse de cycle de vie pour vérifier que nos solutions étaient moins impactantes que ce qu'on avait actuellement. On a donc pris le projet à bras-le-corps. On a développé plus de 5000 échantillons. On a d'abord travaillé sur ce qui était commercial et ensuite on a développé ces échantillons. On les a testés en centre de tri et chez 2 fabricants de machines de tri en France et en Allemagne. Et on a pu améliorer très nettement la recyclabilité et le tri de nos emballages. Et en fait, ce qu'on a appris, la première chose, c'est que la recyclabilité, c'est une solution systémique. C'est le fameux, la verticalité, la collaboration verticale et horizontale, c'est quelque chose d'important. On ne pouvait pas le faire tout seul. Et la deuxième chose, sur nos produits, on a pu démontrer qu'en fait, on pouvait se passer de l'ABS typiquement ou du SAN, donc des polymères styréniques. On a trouvé des solutions qui fonctionnent, qui améliorent la triabilité de ces emballages. On a trouvé des matériaux qui permettent de rendre ces emballages recyclables. On n'est pas que monomatériaux d'ailleurs. On a montré que certains assemblages de matériaux étaient compatibles. On a montré qu'en grande partie, les décorations ne posaient pas de problème, mais que certaines décorations posaient des problèmes. Et voilà les enseignements qu'on a eus. Et on a fait partager, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, on a partagé en fait tous ces enseignements
à la profession. Et ça finit par un guide de la recyclabilité qui a été publié, dans lequel on a beaucoup aidé, qui a été publié par 2 fédérations, Ellipso qui représente les fabricants d'emballages plastiques en France et la FEBEA qui représente les fabricants de cosmétiques en France, et qui a été publié en début d'année cette année. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour l'exercice pas facile. Une démarche très riche. Et merci aussi pour la fidélité d'Albéa et la collaboration. On continue après la recyclabilité, la collecte, mais pas n'importe laquelle. La collecte hors foyer, la collecte hors domicile, bien moins ancienne que la collecte au domicile, celle qui est incarnée par la célèbre poubelle jaune. Elle répond à des enjeux qui sont assez différents, assez nouveaux. Comment conquérir de nouveaux territoires pour recycler plus, en l'occurrence les espaces publics, et plus généralement les lieux à l'extérieur où l'on consomme, les lieux de consommation nomade, on dit, puisque nous sommes de plus en plus mobiles. En clair, comment assurer cette continuité du geste de tri de la maison jusqu'à la rue pour assurer la possibilité à tout le monde de trier partout et tout le temps. Tu l'as dit tout à l'heure, Romain. Eh bien, pour répondre à ces questions, j'invite nos intervenants à me rejoindre. Monsieur Lebeau, Monsieur Boucher. Merci beaucoup d'être avec nous. Je fais les présentations. Donc, Éric Boucher, responsable du pôle d'activité propreté urbaine chez Nantes Métropole, métropole de Nantes. Merci d'être avec nous. Laurent Lebeau, designer industriel et co-gérant de l'agence Faltasi. Et Mathilde Le Tessier, responsable expérimentation collecte chez Citeo. Merci à tous les trois. On va donc parler de collecte hors foyer avec des enjeux, je le disais, qui sont spécifiques, très différents de ceux de la collecte au domicile. Mathilde, est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, quels sont-ils, ces enjeux? Oui. Alors la collecte hors foyer, tu l'as un petit peu dit, Adeline, ce sont toutes les consommations que l'on va faire en dehors de notre domicile, les consommations alimentaires, que l'on soit dans la rue, dans un espace public ou un espace qui est ouvert au public, comme par exemple les cinémas, les piscines ou autres. Et cette consommation, elle a explosé ces dernières années. Et l'INSEE estime qu'un quart des dépenses alimentaires des ménages se fait désormais en dehors du domicile. Et ça représente 300 000 tonnes d'emballage, soit 6% des mises en marché. Et quand on parle de ces emballages, de quoi on parle? On parle des cartons alimentaires, des gobelets, des bouteilles en plastique ou des canettes. Et la problématique dans l'espace public, c'est qu'il n'y a pas toujours les équipements dédiés pour le geste de tri, donc pour les collecter, puis pour pouvoir les trier derrière. Et pour cela, en fait, la loi nous a aidés, la loi AGEC en 2020, qui a rendu obligatoire la généralisation de la collecte séparée des déchets d'emballage dans l'espace public au 1er janvier 2025 et qui a renforcé aussi ses obligations dans les établissements recevant du public. Et toute notre problématique, et Romain et Adeline, vous l'avez rappelé, c'est cette continuité des gestes de tri pour donner du sens et légitimer le geste que l'on fait à domicile et ainsi pouvoir le faire également en dehors de son domicile. Alors, est-ce que tu peux nous dire là aussi quels sont un peu les leviers d'action justement pour agir sur ces nouveaux enjeux, ces nouvelles problématiques liées à nos usages, à nos comportements? Oui. Alors chez Citeo, il y a 3 grandes dimensions que l'on peut mettre en avant ici. En premier, c'est vraiment le travail que font nos référents dans les territoires. On a plus de 70 référents qui accompagnent les collectivités territoriales pour mettre en place le tri hors foyer, en plus du tri à domicile, bien évidemment. Le deuxième, c'est au travers d'expérimentations que l'on capitalise sur un certain nombre de connaissances et d'enseignements. Et pour valoriser toute cette connaissance, on fait un certain nombre de publications, d'outils et de guides techniques, au travers notamment de kits de communication ou bien de publications dédiées. Par exemple, à l'été 2023, Citeo a publié ce qu'on appelle le cahier du hors-foyer, qui mettait en avant des collectivités qu'on a accompagnées dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt et qui testait différents dispositifs de tri. Nantes Métropole en a fait partie d'ailleurs. Et donc, on donnait à voir ceux qui font, ceux qui ont testé un certain nombre d'équipements.
Et d'ici quelques jours, on va d'ailleurs lancer le deuxième volume de ce cahier du hors-foyer, où cette fois-ci, on sera sur d'autres dimensions, c'est-à-dire que on a pu faire ces 3 dernières années un certain nombre de mesures, d'études pour caractériser vraiment ce qu'on retrouve dans les poubelles, dans l'espace public. On a aussi étudié les perceptions et les usages réels. Et donc tout ceci nous a permis d'aboutir à un guide beaucoup plus prescriptif et technique. Et donc celui-ci va sortir d'ici quelques jours. Le troisième levier, désolé Adeline, au-delà de la connaissance sur le terrain et via des publications, ce sont bien sûr des leviers d'accompagnement que sont les appels à manifestation d'intérêt pour tester, dénicher, expérimenter de nouveaux produits, de nouvelles technologies, mais aussi des appels à projets pour déployer de manière plus pérenne et importante les nouveaux équipements qui vont nous permettre de trier dans l'espace public. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de l'AAP Levier Innovation, que l'entreprise Faltasi a été sélectionnée pour tester un nouveau mobilier. Alors voilà, avant d'en parler, on va parler du contexte et de la problématique avec vous, Éric Boucher de Nantes Métropole. Nantes Métropole, là aussi, collaboration de longue date, tu l'as dit, pour résoudre l'ensemble des problématiques, pas liées uniquement à la collecte, mais à la gestion du déchet au global. Quel était le constat en matière de collecteur foyer, le nœud à résoudre? Alors, on ne parlait pas encore de collecteur foyer au moment où on a commencé à travailler sur le sujet, mais on avait un vrai problème puisqu'on a des espaces au bord de l'eau assez tranquilles, un peu difficiles d'accès, où la population nantaise aime bien se retrouver quand il fait beau le soir et manger un morceau ou boire un verre, parfois même sans verre, entre copains. Et donc on avait des productions de verre qui étaient assez énormes sur ces endroits-là et un ramassage qui se faisait uniquement manuellement. Donc on avait pris l'habitude d'aller les nettoyer, on a essayé de trouver des solutions pour pouvoir le faire, on a testé différents modèles de corbeilles pour faire du verre dessus, et on est assez d'accord avec Citeo, la corbeille pour le verre ça ne marche pas. Et donc on se retrouvait avec une problématique qui perdurait, avec des tentatives qui ne marchaient pas, et donc naturellement le besoin d'innover. Oui, et puis là, alors ce qu'on voit là, c'est-à-dire que voilà, une détérioration, puisque votre sujet c'est la propreté urbaine, aussi une détérioration de la propreté et du cadre dans l'espace urbain. Exactement. En fait, aujourd'hui, moi j'y suis venu avant tout pour la propreté. Vous voyez bien que ça ne peut pas être acceptable. Donc on avait des bacs qui étaient au début de 15 ou 20 litres, trop lourds pour les agents. On passe à des bacs de 5 litres, donc on en a plus à côté qu'en dehors. Et nos amis de la direction des déchets proposaient des solutions avec des PAV verts de 4 mètres cubes, mais qui étaient à 250 mètres de l'endroit où ils étaient nécessaires, donc un taux d'utilisation assez faible. On sent que la population est prête à nous accompagner, mais elle n'est pas prête à faire des kilomètres non plus. Alors, comment on fait, du coup, Laurent Lebeau, pour rapprocher des équipements efficaces, des lieux de consommation, des personnes? Vous avez trouvé, en tout cas, une solution testée aussi par... Eh bien, dès réception du cahier des charges de Nantes Métropole, un cahier des charges bien fourni, on s'est mis tout de suite donc à chercher et à travailler sur des solutions possibles. Et notre métier de designer fonctionne toujours par itération, essai-erreur. Donc on a commencé par développer un premier prototype, un second prototype, parce que la particularité en fait de ce nouveau container qui est entre la corbeille et le PAV, c'est son vidage. C'est un vidage par aspiration, un vidage qui s'appuie sur une balayeuse aspiratrice. Et donc pour vider un container aérien avec une balayeuse aspiratrice, il faut mettre au point une solution là qui n'était pas évidente au début, mais qui le semble aujourd'hui. C'est une porte basculante en partie basse qui permet d'aspirer en fait le verre en surface et donc de vider entièrement le collecteur. Oui, alors on va voir très concrètement ce que ça donne tout à l'heure. Alors, vous l'avez dit sur le matériau vert, là voilà la borne. Là, en fait, c'est juste pour donner du sens à l'objet qu'on a imaginé. On a silhouetté l'équipement avec une silhouette de bouteille de verre pour bien s'ancrer dans le paradigme emballage. Et alors, du coup, vous n'êtes pas arrêté à ce flux de verre, vous êtes allé aussi sur le flux du bac jaune, si je comprends bien. Alors, nous avons été également sur le flux du bac jaune, mais avant d'aller sur le flux du bac jaune... Vrai. Et oui, c'est vrai. On avait dit qu'on parlerait aussi quand même des résultats. Et notamment pour les équipes, puisque ça intéresse tout particulièrement les collectivités locales, c'est de savoir comment on peut aussi optimiser le travail des équipes qui travaillent avec ces équipements de collecte du verre. Eh bien, en fait, justement, sur cette zone festive, sur les bords de l'Erdre à Nantes, la particularité, c'est qu'il y avait cette nécessité d'avoir 2 agents, donc un binôme d'agents de collecte, pour nettoyer l'ensemble du site. Et donc, ça prenait 4 heures.
Et aujourd'hui, en fait, avec la solution qui était mise au point, donc qui est mécanisée, eh bien, on n'a plus qu'un seul agent en fait et qui travaille pendant 1 heure pour la collecte globale du site. Et surtout, l'intérêt, c'est la réduction de ce temps et puis de la réduction des TMS, des troubles musculo-squelettiques et des arrêts de travail conséquents qui sont très intéressants pour le centre technique. Très bien. De bons résultats pour vous? Ce sont oui, on peut intéressants en matière d'organisation ou de bien-être des équipes? Ouais, enfin, pour les TMS, il n'y a pas de souci. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'en termes de qualité de propreté, puisque je reviens sur mon domaine initial, le changement est assez spectaculaire. On avait 20 corbeilles pouvant contenir 5 litres chacune. On a aujourd'hui 10 bobs pouvant contenir 250 litres. Voilà, je vous laisse faire le calcul sur la masse de verre qui était avant présente sur l'espace public et qui est maintenant à l'intérieur des bobs avant qu'on vienne. Très bien. Donc je le disais, petite transition, du vert au jaune. Comment ça se passe? À quoi ressemble très concrètement la solution aussi sur ce flux-là? Voilà, on les voit les 2 bornes. Eh bien, qui peut le plus, peut le moins, je dirais. C'est-à-dire que quand on arrive à aspirer du verre, c'est assez aisé d'aspirer des emballages légers qui sont issus de la consommation nomade. Donc là, on a juste une petite vidéo qui montre le principe du vidage. Bon, certes, c'est en accéléré, mais bon, pour les exigences de cette table ronde courte, j'avais pas trop le choix. Donc en fait, on a ces balayeuses qui viennent donc sur site, cette porte qui bascule, et donc on a cette aspiration instantanée, quasiment instantanée, donc là du jaune, de la collecte sélective. Voilà, des agents plutôt contents, oui. Très bien, j'en perds mon fil. Oui, alors si, des résultats, on l'a dit, satisfaisants côté équipe, mais côté citoyen, est-ce qu'on aime ces BOB, ces nouveaux équipements? Alors aujourd'hui, les Nantais se les sont très bien appropriés. Là-dessus, on n'a pas de souci. On a un taux de présentation des déchets verts qui est quasi de 100% et qu'on arrive à faire atteindre 100%, puisque comme vous le voyez, comme on ouvre la porte, si par malheur on a 1 ou 2 canettes en métal qui a été mis, on arrive à les enlever et à ne collecter que du verre. Sur le jaune, là aussi, on a fait des essais pendant les JO et on a un taux de respect en fait, du sélectif qui est bien meilleur dans les bobs jaunes que dans les corbeilles de tri qu'on avait un peu partout, où malheureusement, assez souvent, les gens ne font pas encore assez attention et vont aller glisser une partie de leurs déchets alimentaires dans le jaune. Mais sinon, c'est quoi la clé du succès? C'est leur implantation, c'est leur ergonomie, c'est ça qui peut fonctionner le mieux côté citoyen consommateur? Alors, il y a à la fois leur côté, leur ergonomie, leur côté un peu ludique, ou en tout cas un peu différente, un peu décalée. On aime bien le pas de côté à Nantes, on le met toujours en avant. On a essayé de faire la même chose sur notre mobilier de collecte. Mathilde, c'est déployable un peu partout, ce type de solution, dans les espaces urbains, bien sûr, on est là pour résoudre ce type de problématique. Alors, dans le cadre de l'AP Levier Innovation, donc Faltasia a été sélectionné pour installer un certain nombre d'équipements, et les équipements n'ont pas été installés que à Nantes, mais également dans la ville de Rennes, et en ce moment même à Bordeaux Métropole. Et le but, c'est vraiment de pouvoir tester dans différentes configurations, sur des lieux festifs ou en tout cas événementiels qui regroupent un certain nombre de personnes, de tester l'efficacité de ces mobiliers, puisque c'est vraiment ça qui nous intéresse, nous, chez Citeo, c'est de pouvoir capitaliser sur les performances de tri, les quantités collectées, mais aussi la qualité qu'il y a derrière. Et c'est vrai que le contrôle visuel que peuvent faire les équipiers dans le bac, enfin dans la partie jaune ou la partie verte, permet d'améliorer de manière drastique les performances de tri. Et on imagine d'autres solutions aussi en matière de collecteurs foyer qui pourraient se rapprocher de celle-ci, ou pas d'ailleurs? Bien sûr, on continue d'expérimenter, de toujours essayer de dénicher, de tester des équipements de collecte, mais aussi des moyens de collecte pour toujours améliorer ces performances de tri. Mais c'est vrai que la spécificité de ce mobilier, c'est ce fameux contrôle visuel qui permet d'éliminer, au-delà d'ordures ménagères, ce sont aussi les indésirables qui peuvent être dangereux dans les centres de tri, comme par exemple les cartouches de protoxyde d'azote. Eh bien, très belle transition, parce que justement, on va en parler. C'est bien fait quand même. Merci beaucoup Mathilde, et merci beaucoup messieurs, très éclairants, très concrets. Des solutions comme on les aime. Merci Mathilde. Et donc, je le disais, on va maintenant parler des centres de tri et de sécurisation des centres de tri. Les centres de tri, alors je le rappelle pour ceux qui auraient un peu oublié, ce sont des outils industriels
permettent de séparer les emballages très finement pour qu'ils puissent rejoindre les emballages qu'on a tous mis, parce que vous le faites tous, bien sûr, j'espère, déposés dans notre poubelle jaune. Ils partent ensuite dans ces sites industriels et sont donc effectivement triés finement pour qu'ils puissent rejoindre leur filière de recyclage. Alors oui, ce sont des sites industriels qui sont robustes, qui sont fiables, mais qui peuvent avoir certaines fragilités, notamment qui n'aiment pas, et c'est plus qu'ils n'aiment pas, la présence d'objets indésirables, d'objets qui peuvent être dangereux, avec parfois des conséquences qui peuvent être assez lourdes. Et justement, nos deux intervenants qui vont me rejoindre vont pouvoir nous expliquer quelles sont les conséquences de ces produits dangereux dans les centres de tri. Laurent Bastida, je ne vois pas Laurent, oui, ainsi que Franck Lafontaine. Bonjour messieurs. Installez-vous, Franck. Donc je le disais, Franck Lafontaine, président fondateur de Vassoria. Bonjour Franck. Et Laurent Bastida. Bonjour Laurent, directeur études et expérimentation, collecte et tri chez Citeo. Alors on va commencer avec toi Laurent, puisque justement l'idée qu'on puisse comprendre quels sont les enjeux de la sécurisation, de la sécurité dans les centres de tri. En quoi sont-ils aujourd'hui menacés par des objets dangereux? Lesquels et quelles sont les conséquences? Alors effectivement, la problématique des centres de tri au niveau de la sécurité, j'ai prévu de l'évoquer aujourd'hui plutôt sous l'angle de la sécurité incendie, qui a malheureusement des actualités régulièrement dans la presse. On a pu le voir encore tout récemment sur la ville de Paris. Si on regarde les chiffres des statistiques des incendies au sein des accidents industriels, les incendies représentent 45% des accidents industriels, toute activité confondue. Si on fait un focus sur l'activité du traitement des déchets, c'est 70% des accidents qui sont représentés par les incendies. Donc une problématique vraiment très prégnante. Oui, n'hésite pas à activer les quelques slides prévus. Voilà. Une activité très prégnante. Et puis, chaque année, c'est quelques centres de tri qui disparaissent sous l'effet de ces flammes. Donc, c'est une véritable problématique. La cause de ces incendies, il y en a plusieurs, mais la principale, aujourd'hui, on sait la qualifier, ce sont les batteries au lithium, qui ont la fâcheuse tendance à s'enflammer spontanément quand elles sont ouvertes, elles s'ouvrent, elles sont déformées, donc qui se retrouvent par erreur, évidemment, dans le bac de tri, mais qui malgré tout arrivent dans les centres de tri, et à cette occasion-là peuvent provoquer des incendies. À 60% des cas d'incendie, ce sont les batteries au lithium qui en sont la cause. Donc les conséquences, elles sont importantes. C'est évidemment des problématiques de sécurité pour les agents qui sont sur place. Quand il y a un départ de feu, c'est quand même un vrai problème. Ensuite, c'est un sujet économique, évidemment. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui partent en fumée quand un centre de tri brûle. Et puis, c'est un problème aussi d'organisation du tri à l'échelle des territoires. Un centre de tri qui disparaît, il faut pouvoir trouver des capacités disponibles pour pallier à cette capacité qui disparaît, donc, et de manière provisoire, le temps de reconstruire. Donc, face à cette problématique, Citeo a décidé de s'engager dans deux directions pour travailler sur ces sujets-là. La première direction a été, il y a quelques années, d'être à l'initiative de la création d'un groupe de travail AFNOR pour réunir des experts sur toute la chaîne qui sont impliqués sur ces sujets-là, des propriétaires exploitants de centres de tri, publics, privés, des concepteurs, des fabricants de process, de matériel, des bureaux d'études, des assureurs également et des pouvoirs publics pour travailler sur ces sujets-là et faire émerger un consensus pour déterminer quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour protéger les centres de tri en termes d'une part de conception des centres de tri, de moyens de détection et d'extinction des incendies lorsqu'ils se produisent, mais également sur des problématiques d'exploitation. Comment bien gérer un centre de tri pour limiter ces problématiques de départ de feu. Donc ça a été la première démarche, et c'est l'occasion d'ailleurs aujourd'hui pour moi d'annoncer que cette norme va paraître dans les mois à venir. Donc on disposera d'un outil commun pour travailler sur ces sujets-là. Juste pour terminer, l'autre dimension, donc à la fois comment protéger les centres de tri, mais l'autre dimension, c'est de dire il faut quand même essayer d'éviter que ces matières dangereuses n'arrivent dans les centres de tri. Donc là, vous avez une illustration, je ne sais pas si on le voit très bien,
Mais c'est à l'occasion d'un déplacement sur un centre de tri où j'ai eu malheureusement l'occasion d'assister à un départ de feu. Et là, typiquement, on a une batterie au lithium d'un appareil de bricolage qui a fondu, brûlé dans une bouteille de lait. Et heureusement, l'intervention a pu avoir lieu très rapidement. Donc, l'autre option, ça a été de dire il faut quand même essayer d'éviter que ces matières-là n'arrivent dans les centres de tri. Et on a décidé donc d'accompagner des projets de R&D à la fois sur des dispositifs de collecte, mettre de la technologie sur des camions de collecte pour détecter ces matières dangereuses avant qu'elles n'arrivent au centre de tri, et puis également des dispositifs donc, sur les centres de tri, quand malgré tout ces appareils, ces systèmes-là arrivent sur les centres de tri, comment est-ce qu'on peut les identifier avant que le départ de feu n'a lieu. Et donc on a l'occasion, on a beaucoup parlé d'appel à projets ce matin, mais là aussi, on a accompagné un certain nombre de projets au travers de nos appels à projets levier innovation pour travailler sur ces sujets-là. Et justement, c'est là où intervient Vasoria, justement sur cet angle de la prévention, si je comprends bien, d'anticiper pour éviter ce genre d'incident. Quelle est la solution que vous avez développée ? Alors, Vasoria, ça veut dire Waste Sorting IA. Et donc, on apporte des solutions à base d'intelligence artificielle dans les centres de tri, on améliore les performances et on protège les centres de tri. Donc quand on voit cette problématique qui représente un coût important pour la filière, tu l'as souligné Laurent, on s'est d'abord posé la question, finalement on a très peu d'informations sur ce qui se passe dans le centre de tri, combien d'objets il y a qui sont dangereux, où ils vont. Voilà. Donc on a eu une approche en disant ok, on a installé 25 portiques sur un centre de tri pour scruter différents flux, et on a identifié 3 catégories d'objets, donc les bouteilles de protoxyde d'azote, les batteries au lithium et des bouteilles de gaz. Et donc sur ces 3 catégories, on mène des expérimentations pour comprendre où vont les objets et quel est le danger lié à ces objets quand ils passent dans les machines, etc. On a aussi, vous voyez une vidéo qui passe à l'image. Voilà, c'est juste pour expliquer un petit peu comment ça marche. Donc on est dans le domaine de la vision, on observe les objets et donc on a appris à reconnaître ces objets et à les détecter. Est-ce qu'on peut prendre un exemple très concret, installation du portique, détection, par exemple sur un flux acier, je crois que c'est l'exemple que nous avons choisi. Qu'est-ce que ça donne ? Exactement, donc dans là c'est un centre de tri classique, en observant ce flux. Donc là c'est un flux d'acier et donc le dispositif dont on va parler en particulier, c'est pour protéger la presse à paquet. Donc la presse à paquet, c'est une machine qui presse les aciers et on a beaucoup de départs de feu au niveau de cet équipement. Et voilà, d'où viennent ces départs de feu et à quel point on peut améliorer ou proposer des solutions pour les limiter. Donc vous visualisez un portique sur le convoyeur qui est en amont et il va venir actionner une trappe lorsqu'il va détecter un objet. Et donc le flux de paquets tombe dans la benne qui est à droite et sinon il y a un bac qui récupère les objets dangereux. Donc ça c'est le plan 3D, mais on va passer donc à la réalité. Donc vous visualisez sur la gauche le portique qui est installé. Sur la droite vous avez une vidéo où vous visualisez en fait l'éjection de l'objet dangereux, donc de la bouteille de protoxyde d'azote en l'occurrence. Et donc voilà, le flux vidéo que vous avez vu tout à l'heure, en fait c'est le flux vidéo de ce portique. Qu'est-ce que ça donne concrètement comme résultat ? Là, la démonstration, elle est assez convaincante. Mais très concrètement, sur les tests que vous avez pu faire, en termes d'identification et éjection aussi d'indésirables. Alors, on atteint des taux très très élevés. Vous voyez, le flux là, il est assez facile à voir. Donc, on a des taux, on dépasse 99% pour sortir ces objets. La trappe, on a optimisé le temps d'ouverture parce que vous voyez, il y a aussi des objets qui vont avec. Donc voilà, il y a une notion aussi de pour que ce soit efficace, il ne faut pas que ce soit non plus trop pénible pour l'exploitant. Et on a travaillé aussi sur ce qu'on appelle nous dans notre métier les faux positifs. Non seulement on doit apprendre à nos systèmes à reconnaître les objets dangereux, mais aussi les objets qui ressemblent à ces objets dangereux pour éviter de les retrouver, les sortir. Voilà. Donc là, typiquement, vous avez sur la photo de droite des images de pots de peinture, de bouteilles de peinture qui sont très semblables. Voilà. Et puis on a des informations qu'on n'avait pas. Voilà. Aujourd'hui, on sort, alors c'est variable en fait pendant l'année, des dizaines de bouteilles de protoxyde d'azote par jour. Voilà, ça donne un peu un ordre d'idée. Et on commence à comprendre en fait comment ça se passe dans le centre de tri, où vont ces objets. Qu'il s'agisse des bouteilles de protoxyde d'azote ou des batteries et des bonbonnes de gaz, où est-ce qu'ils vont et où il va falloir agir.
Et vous l'avez dit tout à l'heure, cette technologie, cette innovation, elle utilise l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement? Alors, on a une petite idée en voyant la détection, voilà, on commence à les connaître un peu ces images. Mais précisément, à quel niveau intervient cette technologie dans votre solution? Alors, on a un boîtier, hein, vous le visualisez sur l'image à gauche. On a un boîtier dans lequel on a une électronique embarquée. Donc on a une caméra, cette caméra elle scrute les objets et donc on apprend à la reconnaissance de ces objets, on enseigne en fait, on dit bah là ça c'est une bouteille de protoxyde d'azote, ça c'est une batterie et à force de l'apprendre, on va pouvoir le reconnaître avec un taux, vous l'avez vu, assez élevé. Donc plus l'objet est facile, moins on a besoin d'entraînement, plus il est difficile à reconnaître, plus il faut entraîner. Et la particularité de notre système, c'est qu'on l'a couplé avec d'autres technologies. Et donc dans les technologies qu'on embarque, on embarque aussi de l'infrarouge. On a installé 25 portiques parce qu'on voulait surveiller les flux. Voilà, on veut savoir ce qui se passe dans le centre de tri. Et là, on a eu des surprises. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez visualiser ici un objet qui s'est échauffé à un moment dans le flux. Il n'était pas chaud au début, mais au fur et à mesure où il a parcouru le centre, il s'est échauffé. Et on a pu mesurer où il a atteint donc une température critique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va activer ces objets. Voilà, d'un point de vue mécanique, est-ce qu'il y a des machines qui vont contribuer à les activer? C'est une image très récente qui date de vendredi dernier. Là, on a visualisé cette fois l'inflammation de l'objet. C'est le début du départ de feu? Le début du départ de feu. Voilà. C'est tout l'intérêt. Et donc là, on peut alerter, on peut arrêter le centre de tri. Et aujourd'hui, quand un centre brûle, on sait dire à peu près que ça vient d'une batterie, mais on ne sait pas laquelle et pourquoi. Et donc avec ces outils, on va pouvoir arrêter le centre de tri, isoler l'objet, on prend des photos, donc on sait ce qui se passe dans le centre de tri, et avec le temps et toute l'observation qu'on mène, on va pouvoir mieux conseiller et mieux concevoir les centres de tri. Oui, mais c'est très convaincant, assez impressionnant. On y croit à l'intelligence artificielle chez Citeo pour justement traiter ces problématiques, mais aussi d'autres liées à la gestion du déchet ou à la circularité. Oui. Alors évidemment, l'IA, on en entend beaucoup parler dans tous les domaines, mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'effectivement, il y a des potentialités quand même très intéressantes qui sont en train d'émerger. On a pu voir qu'on pouvait acquérir et qualifier des images dans des milieux qui sont quand même pas très faciles. Les centres de tri, les bandes de collecte, il y a du bruit, il y a des vibrations, il y a de la poussière, il y a de l'humidité. Malgré tout ça, on arrive à qualifier les images et c'est quand même intéressant. On voit qu'on arrive à faire du contrôle qualité, soit sur des produits entrants pour détecter les objets dangereux, soit à la sortie des process pour qualifier le niveau de qualité de la matière avant que la matière ne parte au recyclage. On voit également venir des applications qui vont être plutôt sur la conduite des process, l'automatisation des process, par exemple en régulant le fonctionnement d'un process de tri, en prenant des mesures sur le flux entrant et qui va permettre d'adapter le fonctionnement du process de tri. La collecte sélective, ça varie énormément, il y a beaucoup de papier, il n'y a pas beaucoup de papier, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Des travaux en cours également sur des problématiques pour éviter les pannes des centres de tri et donc augmenter leur taux de disponibilité. Donc beaucoup de pistes qui sont très prometteuses et qui font que globalement, c'est un outil qui vient rejoindre la palette de tous les outils disponibles pour bien faire fonctionner un centre de tri, et on est convaincu qu'on est au tout début d'une petite révolution sur ces niveaux-là, à ce niveau-là. Et justement, en termes de développement de la solution, petite question complémentaire, où est-ce qu'on en est? Est-ce que demain, après-demain, je suis un centre de tri, je trouve ça révolutionnaire et je veux pouvoir moi aussi mettre un portique, c'est possible à quel horizon? Alors c'est déjà possible, c'est-à-dire que les dispositifs qu'on installe sont évolutifs. Donc on les a conçus pour facilement pouvoir les installer sur les convoyeurs. On sait que voilà, on ne va pas totalement modifier un centre de tri pour installer des dispositifs complémentaires. Et dans les boîtiers qu'on conçoit, en fait, notamment on a la partie algorithmique, calcul, programme qui s'améliore, mais on a aussi la partie donc hardware. Et donc pour nous c'est très facile de venir enlever le boîtier et d'en mettre un autre. Voilà. Donc toutes les thématiques que Laurent a évoquées, ce sont des thématiques sur lesquelles on travaille, et donc elles vont être mises sur le marché au fur et à mesure. Et donc plus en fait il y aura de valeurs de développement qui auront été faits, plus le portique en lui-même aura une valeur ajoutée sur le centre de tri. Et juste pour rajouter un dernier mot. Une opportunité, c'est qu'effectivement l'opportunité que ça peut ouvrir la reconnaissance de plus en plus fine de l'image, c'est qu'on se dit qu'en couplant ces reconnaissances d'images aux machines de tri, ça peut permettre de faire des niveaux de tri beaucoup plus fins à l'avenir sur certaines catégories de matières.
et donc potentiellement de créer de nouvelles boucles de circularité. On en parle beaucoup, et notamment sur les problématiques du recyclage des emballages à contact alimentaire, pour lesquels il y a un véritable sujet. Eh ben, merci beaucoup, messieurs, pour la démonstration et pour l'éclairage. Je vous laisse regagner vos sièges et puis je vais lancer la dernière séquence de cette matinée. Merci beaucoup. Et on peut vous retrouver sur le village R&D, Franck. Dernière séquence, je le disais, autour du recyclage. L'éclairage qui va suivre adresse la question de la matière plastique recyclée. Cette matière, pour une circularité parfaite, elle doit pouvoir retourner dans l'emballage. C'est l'objectif. Pour en parler, j'appelle sur scène Guillaume Gamon, chef de projet développement du recyclage chez Citeo. Guillaume est là. Merci Guillaume. Pas le micro. Merci Adeline. Bonjour à tous. 2030, ça vous évoque quoi? J'ai senti quelques frissons dans la salle en réentendant cette date. Parce qu'en effet, beaucoup de choses doivent évoluer pour le secteur de l'emballage d'ici 2030 pour être en conformité avec la réglementation européenne. Et une obligation va particulièrement occuper ces prochaines minutes, c'est celle de l'intégration de matières recyclées dans les emballages en plastique. Parce qu'ils sont pratiquement tous concernés. Pour autant, ils n'ont pas encore tous de solutions ou en quantité suffisante. Et c'est là que rentrent en jeu les projets R&D. Le sujet du retour à l'emballage des matières recyclées est un sujet prioritaire chez Citeo depuis plusieurs années. Prioritaire pour nous, au recyclage, afin d'identifier et de faire grandir les technologies prometteuses. Prioritaire aussi pour nos collègues de l'éco-conception, afin d'identifier et lever les verrous de cette intégration lors de la fabrication de l'emballage, mais aussi les enjeux sanitaires qui sont liés à cette intégration. Alors j'aurais pu vous parler des projets que nous avons eus sur le PET pour étendre la circularité déjà présente sur les bouteilles transparentes et claires aux bouteilles PET colorées et opaques. J'aurais pu aussi vous parler des projets qu'on a eus sur les technologies de recyclage chimique qui arrivent aujourd'hui à l'échelle et qui ouvrent la voie de la circularité du polystyrène, du polyéthylène, du polypropylène. Mais je vais surtout m'attarder sur un des plus gros défis techniques que nous avons en ce moment dans nos projets R&D. C'est celui de faire de l'aptitude au contact alimentaire sur des matières recyclées PE et PP par la voie du recyclage mécanique. Alors pourquoi? Parce que ces résines, c'est un peu comme des éponges. Elles ont tendance à absorber beaucoup plus d'impuretés que les autres résines plastiques. Et ensuite, elles ont tendance aussi à les relarguer assez facilement. Et ça, en termes de contact alimentaire, ça nous pose un gros problème. La purification est donc la clé de la réussite de ces projets. Une autre chose, c'est que le recyclage de ces résines s'est construit et aujourd'hui alimente d'autres secteurs de marché que celui de l'emballage. Il faut donc repenser notre manière de recycler et permettre à de nouvelles technologies de rentrer dans les procédés de recyclage. Alors pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple, celui de la bouteille de lait en PEHD. 30%, c'est la quantité de matière recyclée qu'il faut mettre dans ces bouteilles en 2030. Alors c'est notre responsabilité de soutenir le développement de solutions à cette obligation. Mais on ne peut y arriver seul. Alors comment on fait? Citeo, nous, on prépare le terrain, on identifie les acteurs compétents et surtout, on propose un dispositif d'accompagnement au projet. Et cela permet la réunion d'acteurs comme Valorplast, Environnement Massif Central, Total Énergie et le secteur du lait de consommation via l'IPLC dans le projet Circuler PE. Et avec ce consortium, on avance plus vite à trouver des solutions. Des solutions pour trier différemment ces bouteilles. Des solutions pour mieux laver, pour purifier la matière. Parce que notre enjeu, c'est de refaire des bouteilles sans risque sanitaire. Dans ce projet, nous avons d'autres défis techniques, réglementaires, marketing aussi, sur lesquels nous devons réfléchir collectivement pour trouver des solutions. Mais bonne nouvelle, nous avons identifié dans ce projet des technologies prometteuses qui nous font dire que l'objectif 2030 n'est pas si impossible. Ce que je retiens de ces projets collaboratifs que nous avons depuis plusieurs années, c'est que déjà chaque emballage, chaque produit appose son lot de contraintes. C'est aussi que collectivement, on fait des progrès immenses. Et depuis le début de l'année, nous soutenons 2 nouveaux projets sur cette thématique. Le projet Purali qui va traiter des sachets en PE et le projet Recap qui, lui, va traiter des pots de yaourt en PP. Plus on aura de gens impliqués, d'expertise dans ces projets, plus on a de chances d'arriver à les porter à l'échelle. Alors on compte sur vous
pour le prochain appel à projet recyclage, afin que vous soyez vous aussi acteurs de ces changements et que vous nous aidiez à porter ces solutions à l'échelle pour qu'elles soient vos solutions en 2030. Je vous remercie. Merci beaucoup Guillaume, et on sera attentif au lancement de ce prochain appel à projet recyclage.